Dans un petit village entouré de vastes terres verdoyantes, vivait un simple agriculteur nommé Jacques. Les mains calleuses et le visage marqué par le soleil racontaient l'histoire d'une vie dédiée à la culture de la terre. Il n'y avait personne dans la région qui ne connaissait pas les fruits de son travail. Des récoltes abondantes qui remplissaient les greniers de vie et apportaient le pain à la table de beaucoup. Ces champs ressemblaient à une mer dorée sous le ciel bleu, et dans chaque grain récolté se trouvait la sueur d'un homme qui trouvait sa dignité dans le labeur quotidien. Mais les vents de la fortune sont inconstants, comme le savent bien ceux qui dépendent de la terre pour survivre. Un hiver impitoyable, comme jamais auparavant vu dans cette région, arriva sans avertissement. Le ciel, autrefois généreux en ses eaux, devint un manteau impitoyable de sécheresse. Jour après jour, Jacques observait l'horizon à la recherche de nuages qui ne venaient pas. Ses prières silencieuses résonnaient dans le vide d'un ciel qui semblait avoir oublié ses terres. La terre, autrefois fertile et humide, se transforma en une étendue aride de fissures profondes. Des cicatrices ouvertes dans le corps de la terre qui nourrissait tant de rêves. Les champs qui furent un jour la fierté de Jacques n'affichaient maintenant que les squelettes desséchés des plantes qui n'avaient pas résisté. Dans ses yeux, chaque plante qui mourait emportait un morceau de son âme. Le silence de la mort végétale était assourdissant pour ceux qui savaient entendre le langage de la terre. C'est juste une phase, tentait de se convaincre Jacques lors des premières semaines. Mais lorsque les mois s'étendirent et que la situation ne fit qu'empirer, la vérité cruelle devint inévitable. Sa vie s'effondrait comme un château de sable sous une vague impitoyable. Chaque matin devenait une bataille contre le désespoir. Chaque nuit une lutte contre les pensées sombres qui le hantaient dans l'obscurité. Le grange, autrefois plein jusqu'au plafond, résonnait maintenant de vide. Les sacs de grains, soigneusement gardés pour les temps difficiles, diminuaient rapidement. Jacques rationnait ce qu'il pouvait, mais savait que ce ne serait pas suffisant pour traverser cette épreuve. Chaque repas devenait plus petit, chaque portion plus rare, tandis que l'avenir se rétrécissait devant ses yeux comme un tunnel sans lumière au bout. À la maison, le poids de la situation rendait l'air plus dense. Marie, son épouse, une femme forgée dans la résilience que seules les femmes de la campagne connaissent, restait forte comme un chêne face à la tempête. Dans ses gestes simples, une étreinte silencieuse, un regard de compréhension, une prière partagée, elle offrait à Jacques le seul réconfort qu'il connaissait en ces jours sombres. Ses mains, si habiles à transformer peu en beaucoup, réalisaient à maintenant des miracles quotidiens pour que la famille ne ressente pas toute l'étendue de la misère qui les entourait. « Ça va passer, mon chéri », disait-elle avec une conviction qui venait des profondeurs de son âme. La terre n'abandonne jamais ceux qui la traitent avec respect. Mais même l'amour de Marie ne pouvait masquer la réalité qui s'installait dans ce foyer. Les 3 enfants du couple, autrefois rayonnants dans leur innocence enfantine, apportaient maintenant dans leurs yeux une compréhension précoce de la dureté de la vie. Les jeux devenaient plus contenus, les sourires plus rares, les voix plus basses, comme s'ils savaient instinctivement qu'ils devaient économiser même l'énergie de leur joie. L'aîné, âgé de seulement 12 ans, portait déjà sur ses épaules petites le poids de responsabilités adultes, aidant son père dans la recherche quotidienne de solutions. L'enfant du milieu, toujours rêveur, rêvait maintenant de repas chauds et de ventre plein. Et la Benjamine, une fille aux grands yeux curieux, posait de moins en moins de questions, comme si elle avait appris que certaines questions n'ont pas de réponse facile. Les nuits les plus longues, lorsque tout le monde dormait, Jacques restait éveillé, fixant le plafond de sa modeste maison. Le silence amplifiait ses pensées, et chaque craquement du bois vieilli semblait faire écho à ses inquiétudes. « Où ai-je échoué ?» se demandait-il à plusieurs reprises. « Ai-je été arrogant dans ma prospérité ? Ai-je oublié de remercier pour les bénédictions reçues ?» La culpabilité le rongeait de l'intérieur comme un ver invisible, consommant ce qui restait de sa confiance en lui. Il a tout essayé, méthode ancienne de conservation de l'humidité, technique apprise des plus âgés, même des graines, spéciales qui promettaient de résister à la sécheresse. Rien n'a fonctionné. À chaque nouvelle tentative frustrée, son espoir diminuait, comme la dernière goutte d'eau s'évaporant sous le soleil impitoyable. Les voisins, autrefois si présents lors des célébrations de la récolte, évitaient maintenant son regard lorsqu'ils se croisaient,
Certains, confrontés à des difficultés similaires, ne trouvaient pas la force d'offrir leur aide. D'autres, plus fortunés, craignaient peut-être que la malchance soit contagieuse. La solidarité, comme les nuages de pluie, semblait avoir abandonné ces contrées. Un après-midi particulièrement difficile, après une nouvelle tentative infructueuse de trouver de la vie dans ses plantations, Jacques sentit le poids du monde se plier sur ses épaules. Il rentrait chez lui les mains vides une fois de plus, sans rien avoir à offrir à la famille qui comptait sur lui. Le soleil couchant jetait des ombres allongées sur le chemin, comme des doigts accusateurs pointant son échec. C'est alors que quelque chose en lui se brisa, la dernière barrière contenant tout son désespoir. Il ne pourrait plus affronter les yeux pleins d'espoir de ses enfants, ni le sourire courageux de Marie, qui cachait sa propre faim pour que les enfants puissent manger un peu plus. Il dévia du chemin de la maison et se dirigea vers le centre de ses terres, maintenant un cimetière de rêves défaits. Chaque pas s'enfonçait dans la terre desséchée, soulevant de la poussière qui s'accrochait à sa peau, comme un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Arrivé à l'endroit où, en de meilleurs temps, il s'arrêtait habituellement pour admirer l'étendue verte de ses plantations, Jacques sentit ses jambes faiblir. Il tomba à genoux comme un arbre finalement vaincu par la tempête. La poussière s'éleva en un petit nuage autour de lui, le seul nuage que ses champs connaîtraient en ces temps. Les larmes, retenues si longtemps par une fierté masculine qui maintenant n'avait plus de sens, trouvèrent enfin leur chemin, créant des sillons sombres sur son visage poussiéreux. « Pourquoi » cria-t-il au ciel impassible. « Qu'ai-je fait pour mériter une telle punition ? J'ai travaillé honnêtement chaque jour de ma vie. Je n'ai jamais refusé d'aider ceux qui en avaient besoin. Je n'ai jamais gaspillé les bénédictions que j'ai reçues. Pourquoi suis-je abandonné ainsi maintenant ?» Son cri résonna dans le champ vide, répondu seulement par le vent qui semblait se moquer de sa douleur, les mains levées vers le ciel, comme un naufragé s'accrochant à n'importe quel espoir de salut. Jacques déversa toute son angoisse dans une prière désespérée venant des profondeurs de son âme. « Je ne demande pas de richesse ni d'abondance. Je ne demande rien pour moi-même. Mais je ne peux pas supporter de voir la souffrance dans les yeux de ceux que j'aime. Donne-moi la force de continuer. » Ou un signe, juste un signe que nous ne sommes pas oubliés. Épuisé par le désespoir, libéré, Jacques resta là, à genoux, la tête baissée, comme une statue érigée à la défaite humaine. Le temps semblait suspendu à ce moment de reddition totale, où il n'y avait plus de place pour la fierté ou la prétention. C'est alors qu'une voix, douce comme le murmure d'un ruisseau, mais claire comme le son d'une cloche, brisa le silence. « La véritable défaite, mon fils, n'est pas de tomber à genoux, mais de refuser de se relever. » Jacques leva le visage, ses larmes séchant rapidement sous la chaleur de l'après-midi. Là, se tenant devant lui comme si elles avaient émergé de la terre sèche, se trouvait un homme qui semblait porter le poids des siècles sur ses épaules. Sa barbe blanche, longue et ondulée, se balançait doucement avec la brise. Ses yeux, profonds comme de vieux puits, brillaient d'une sagesse qui transcendait le temps. C'était le vieux Antoine, connu dans la région comme le sage de la montagne. Peu le voyaient, encore moins lui parlaient. Il vivait isolé dans les collines lointaines, apparaissant rarement dans les villages, toujours aux moments les plus inattendus. Certains disaient qu'il possédait le don de prédire l'avenir, d'autres qu'il pouvait parler à la terre et comprendre ses secrets. Beaucoup le considéraient simplement comme un vieux excentrique, aux paroles belles, mais tous respectaient sa présence. « Antoine » murmura Jacques, comme s'il craignait que parler plus fort puisse faire disparaître le vieux comme un mirage. « Que fais-tu ici, si loin de ta demeure ?» Le vieil homme sourit, révélant des dents étonnamment blanches et parfaites pour son âge. « La distance n'est qu'un concept pour les pieds, pas pour le cœur. Je suis là où je dois être quand je dois y être. » Il s'assit par terre à côté de Jacques, apparemment indifférent à la poussière qui tachait ses vêtements simples mais impeccablement propres. D'un geste qui semblait appartenir à un ancien rituel, il prit une poignée de terre sèche et la laissa s'écouler lentement entre ses doigts. La vie est faite de cycles, Jacques, comme cette terre sous nos pieds. Elle a connu l'abondance. Maintenant, elle connaît la rareté. Elle semble morte, n'est-ce pas? Mais dans chaque grain que tu vois dort la possibilité de renaissance. Jacques sentit une étincelle d'irritation s'allumer dans sa poitrine. De belles paroles ne nourriraient pas ses enfants.
Avec tout le respect que je te dois, Antoine, je n'ai pas besoin d'énigmes ou de philosophie. J'ai besoin de pluie, j'ai besoin de récolte, j'ai besoin d'un miracle qui ne viendra pas. » Le vieil homme ne sembla pas offensé. Au contraire, son sourire s'élargit, comme si Jacques avait dit exactement ce qu'il s'attendait à entendre. « Les miracles n'arrivent que rarement comme des tonnerres ou des éclairs, mon ami. Ils viennent déguisés en petites possibilités, si discrètes qu'elles passent inaperçues pour ceux qui ne cherchent que de grandes manifestations. » D'un mouvement fluide qui défiait son apparente avancée en âge, le vieil homme se leva et fit quelques pas, observant attentivement le champ désolé autour de lui. « Dis-moi, Jacques, que vois-tu quand tu regardes tes terres maintenant ?» La question sembla cruelle à Jacques, qui répondit avec amertume dans la voix. « Je vois la mort, je vois l'échec, je vois tout ce que j'ai construit s'effondrer devant mes yeux. » Antoine secoua lentement la tête. « C'est ce que tes yeux montrent. Mais si tu regardes avec le cœur, qu'est-ce que tu vois ?» Jacques ferma les yeux, plus pour contenir les larmes qui menacèrent de revenir que pour répondre à la demande du vieil homme. Mais en le faisant, des images commencèrent à surgir dans son esprit, des souvenirs de temps meilleurs, lorsque ces mêmes terres pulsaient de vie. Il se souvenait de la sensation des premiers bourgeons apparaissant après la plantation, de l'odeur de la terre mouillée après la pluie, de la joie partagée lors des récoltes. Je vois ce qui a été et ce qui pourrait être à nouveau. » Antoine acquiesça, satisfait. Exactement. Le passé nous montre ce qui est possible. Le présent n'est qu'un moment entre ce qui a été et ce qui sera. En s'inclinant, le vieil homme sortit de ses vêtements un petit sac en cuir, soigneusement attaché. Il le tendit à Jacques avec une révérence qui semblait disproportionnée pour un objet aussi simple. Dans ce sac se trouvent des graines très spéciales, gardées par des générations dans ma famille. Elles ne craignent pas la sécheresse, car leurs racines cherchent l'eau dans les profondeurs, où d'autres n'atteignent pas. Elles ne sont pas nombreuses, mais suffisantes pour un nouveau commencement. Jacques sentit le poids du sac dans ses mains. Il était étonnamment léger pour quelque chose qui portait une telle promesse. L'espoir, une visiteuse absente depuis longtemps, commença à s'éveiller timidement dans son cœur. Mais bientôt, le réalisme revint comme un nuage sombre sur un jour ensoleillé. Mais même avec des graines spéciales, comment puis-je les planter sans eau? Comment puis-je espérer qu'elles poussent dans cette terre qui semble maudite? Antoine posa une main sur l'épaule de Jacques, et une chaleur réconfortante se répandit dans le corps de l'agriculteur, comme si ce toucher canalisait une force ancienne et puissante. « Il y a de l'eau là où tes yeux ne voient pas. » Et en ce qui concerne la malédiction, eh bien, les malédictions sont souvent juste des bénédictions déguisées, attendant que nous apprenions la leçon qu'elles doivent nous enseigner. Le vieil homme fit une pause, ses yeux fixés sur quelque chose de lointain que lui seul semblait voir. Mais ces graines exigent plus que de la terre et de l'eau pour fleurir. Elles se nourrissent de quelque chose de plus puissant. « Quoi ?» demanda Jacques, maintenant véritablement curieux. « La générosité. » répondit le vieil homme avec simplicité. « La moitié de ces graines doit être plantée dans tes terres. L'autre moitié doit être donnée à ceux qui souffrent autant que toi ou plus. » Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. Donner la moitié de cet espoir nouvellement découvert semblait une épreuve presque impossible. Mais elles sont si peu nombreuses. Elles ne suffiront même pas à commencer ma propre récupération. Le vieil homme sourit avec compréhension, mais il y avait de la fermeté dans sa voix lorsqu'il répondit. C'est précisément quand nous avons peu que la générosité devient plus puissante. N'importe qui peut partager l'abondance, cela demande peu de sacrifices. Mais partager la rareté, c'est un acte de véritable foi. Avant que Jacques puisse protester à nouveau, le vieil homme leva la main dans un geste gentil, mais définitif. Fie-toi au processus, mon ami. Les mathématiques de l'univers suivent rarement les règles que nous connaissons. Parfois, la moitié peut devenir bien plus que le tout. Avec ces paroles énigmatiques, le vieil homme commença à s'éloigner. Ses pas silencieux sur la terre sèche, comme s'il ne voulait pas perturber le sommeil de la nature endormie. « Attends !» appela Jacques, se levant précipitamment. « Comment saurais-je quoi faire? Quand dois-je planter? Comment prendre soin? De ces graines spéciales ?» Antoine s'arrêta et se retourna seulement partiellement, son profil découpé contre le soleil, couchant comme une figure légendaire.
Ton cœur connaît toutes les réponses, Jacques. L'a toujours su. Seul le nuage de la peur a obscurci cette sagesse. Repousse la peur, et le chemin se révélera. Et avec cela, il continua son chemin, sa silhouette devenant de plus en plus petite au loin, jusqu'à sembler se fondre avec l'horizon en flammes du crépuscule. Jacques resta immobile pendant longtemps, le petit sac de graines serré dans sa main comme un talisman précieux. Une partie de lui voulait croire aux paroles du vieil homme, s'accrocher à l'espoir qu'elles offraient. Une autre partie, calcinée par les déceptions récentes, craignait que tout ne soit que des illusions, ou pire, une cruelle farce du destin. En revenant chez lui, il trouva Marie l'attendant à la porte, le visage marqué par l'inquiétude de sa longue absence. En le voyant, ses yeux s'illuminèrent brièvement, mais rapidement ils perçurent la confusion affichée sur les traits de son mari. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, le guidant doucement à l'intérieur de la maison humble, où les enfants dormaient déjà, épuisés après une autre journée de privation. À voix basse, pour ne pas réveiller les petits, Jacques raconta son moment de désespoir, la rencontre avec le vieux Antoine et le mystérieux cadeau des graines. Pendant qu'il parlait, il réalisait à quel point tout cela semblait improbable, presque comme un délit dans son esprit tourmenté. À sa surprise, Marie ne montra aucun scepticisme. Ses yeux, toujours fidèles gardiens de sa sagesse intuitive, brillaient d'un nouvel élan de vigueur. « Antoine, le sage de la montagne », murmura-t-elle presque pour elle-même. Ma grand-mère parlait de lui. Elle disait qu'il n'apparaît que pour ceux qui sont prêts pour une grande transformation. Avec délicatesse, elle ouvrit le petit sac que Jacques tenait encore fermement. À l'intérieur, les graines brillèrent d'une lueur presque surnaturelle, comme de petites étoiles tombées du ciel. Ni Jacques ni Marie n'avaient jamais vu de graines comme celle-ci, dorées comme le soleil levant, avec de petites veines argentées qui semblaient pulser de vie propre. « Elles sont magnifiques », murmura Marie, « et je sens qu'il y a de la vérité dans les paroles du vieil homme. Nous devons les partager. » Jacques sentit une pression dans sa poitrine. « Mais Marie, et si c'était notre seule chance, comment pouvons-nous risquer la moitié de celle-ci » Marie prit les mains calleuses de son mari dans les siennes, son toucher doux comme une brise d'été. « Mon amour, qu'avons-nous à perdre? Si ces graines sont vraiment spéciales, alors elles doivent être partagées. Si elles ne le sont pas, eh bien, les garder toutes pour nous ne changera rien. » Le matin suivant, alors que l'aurore teintait le ciel de ses couleurs pleines d'espoir, Jacques divisa soigneusement les graines en 2 portions égales. Avec l'une des portions dans sa poche, il se dirigea vers la partie la plus centrale de ces terres, où, même dans les pires moments de sécheresse, la terre semblait retenir un peu plus de son essence vitale. À genoux de nouveau sur ce sol, cette fois non par désespoir, mais en signe de révérence, Jacques commença le travail méticuleux de planter chaque graine dorée. Pour chacune, il creusait un petit trou avec ses doigts, la plaçait délicatement comme on installerait un enfant pour dormir, et la recouvrait de terre, pressant légèrement pour assurer le contact. Il n'y avait pas d'eau pour arroser les graines fraîchement plantées, alors Jacques fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son enfance. Il recueillit la rosée du matin, la seule humidité disponible, dans une petite gamelle. Goutte à goutte, avec patience, il offrit cette eau précieuse à chaque monticule où dormait une graine. En terminant, il ressentit une étrange sensation de paix. Il y avait quelque chose de profondément certain dans cet acte de foi, comme si chaque graine plantée était aussi une graine d'espoir dans son propre cœur. Avec la seconde moitié des graines, Jacques fit quelque chose qui le surprit lui-même. Au lieu de chercher les voisins les plus proches ou des amis de longue date, il se dirigea vers la partie la plus pauvre du village, où vivaient ceux qui avaient toujours eu le moins, même en temps d'abondance. Il frappa porte après porte, offrant quelques graines dorées à chaque famille, expliquant ce qu'il savait à leur sujet, qu'elles étaient spéciales, résistantes à la sécheresse, un cadeau du vieux sage de la montagne. Certains reçurent le cadeau avec une gratitude larmoyante, d'autres avec méfiance, certains avec une perplexité genuine. Mais Jacques insista auprès de tous pour qu'ils plantent les graines avec foi et partagent toute récolte future avec d'autres nécessiteux. Dans son périple à travers le village, Jacques redécouvrit quelque chose que la misère avait obscurci, le pouvoir de la connexion humaine. Dans chaque regard échangé, dans chaque poignée de main serrée, dans chaque histoire partagée,
il sentait de petites étincelles d'espoir s'allumer. Il réalisa que, même sans le savoir, il s'était isolé dans sa souffrance, oubliant que la douleur partagée devient plus légère, tout comme la joie partagée devient plus intense. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais perceptible dans l'esprit de Jacques. Bien que rien n'ait changé dans sa situation matérielle, la terre restait sèche, la grange vide, les repas rares. Quelque chose s'était transformé en lui. Le désespoir paralysant cédait la place à une attente silencieuse comme la quiétude vibrante qui précède l'aube. Chaque jour, il visitait le petit champ où il avait planté les graines dorées. Il n'y avait aucun signe visible de vie émergeant de la terre asséchée, mais Jacques parlait aux graines quand même, leur racontant sa journée, ses enfants, ses rêves. Parfois, Marie l'accompagnait lors de ses visites, apportant un peu d'eau gardée des tâches ménagères pour offrir à la terre assoiffée. Dans le village, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Inspiré par le geste de Jacques, un homme qui, même dans ses propres besoins, avait pensé aux autres, les habitants commencèrent à pratiquer de petits actes de générosité entre eux. Une famille qui parvenait à pêcher un peu, plus partageait avec les voisins. Une autre qui avait encore quelques poules pondant des œufs, divisait sa petite récolte. Des outils étaient prêtés, des connaissances échangées, du travail partagé. Le village, qui devenait peu à peu un lieu de méfiance et d'isolement, redécouvrit le pouvoir de la communauté. De petites réunions commencèrent à avoir lieu au crépuscule, où les plus âgés racontèrent des histoires d'autres sécheresses et des difficultés surmontées dans le passé, maintenant vivante l'espoir que celle-ci aussi passerait. Un matin, environ 2 semaines après la plantation des graines, Jacques se réveilla avant le lever du soleil, poussé par une urgence inexplicable. Sans réveiller Marie ni les enfants, il se précipita vers le petit champ où il avait déposé son espoir. Ce qu'il vit en arrivant là fit battre son cœur un instant. Dans la pénombre précédant l'aube, de petits points de lumière semblaient émerger de la terre, comme si des étoiles étaient tombées du ciel et s'étaient logées dans le sol. En s'approchant à pas hésitants, Jacques réalisa que c'étaient de petites pousses, mais pas des pousses ordinaires. Celles-ci émettaient une douce lueur dorée, pulsant doucement comme si elles respiraient. Tombant à genoux, cette fois en révérence et en gratitude, Jacques toucha une des pousses. Du bout des doigts, une sensation de chaleur et de vitalité parcourut son corps, comme si cette petite plante canalisait l'essence même de la vie. Il se leva alors, courant comme il ne courait plus depuis son enfance, vers le village. Il frappa à la porte de chaque maison où il avait livré des graines, partageant la nouvelle miraculeuse. Partout, le même phénomène se produisait, des pousses lumineuses émergeant de la terre sèche, défiant toutes les lois connues de la nature. L'ensemble du village se réunit aux différents endroits où les graines dorées avaient été plantées, observant avec une admiration révérencieuse le spectacle des pousses lumineuses. Les enfants riaient et dansaient autour d'elles, les anciens pleuraient silencieusement, se souvenant des miracles des temps passés, racontés par leurs ancêtres. C'est alors, dans ce moment de communion et d'émerveillement collectif, que le second miracle se produisit. Des nuages commencèrent à se former dans le ciel, d'abord quelques-uns épars, puis en formation plus denses et sombres. Le vent changea, apportant avec lui l'odeur inconfondable et depuis longtemps oubliée de la pluie imminente. Lorsque les premières gouttes tombèrent, un moment de silence stupéfait suivi d'une explosion de joie. Adultes et enfants couraient sous la pluie croissante, les visages levés vers le ciel, les bras ouverts en réception, les larmes se mélangeant aux gouttes qui lavaient des mois de poussière et de désespoir. Jacques resta immobile un long moment, laissant la pluie le baigner complètement, la ressentant comme une bénédiction sacrée. Il regarda alors l'horizon, en direction des montagnes lointaines où le vieux Antoine vivait supposément, et eut l'impression fugace de voir une silhouette solitaire observant le village. Mais quand il cligna des yeux, la vision avait disparu, si elle avait jamais existé. La pluie continua, constante et généreuse, pendant 3 jours et 3 nuits. Les rivières depuis longtemps sèches recommencèrent à couler. Les puits se tarirent de nouveau, et la terre absorbait avidement l'eau, comme un voyageur perdu dans le désert trouvant enfin une oasis. Lorsque le ciel se dégagea enfin, une transformation incroyable s'était produite. Les terres de Jacques et les petits champs où les autres graines dorées
avaient été plantées étaient couvertes de plantes comme personne n'en avait jamais vu, hautes et vigoureuses, avec des feuilles vert émeraude mêlées à des veines dorées, et ce qui semblait être les prémices de fruits brillants. Dans les semaines suivantes, ces plantes poussèrent à une vitesse surnaturelle, produisant des fruits abondants qui, lorsqu'ils étaient récoltés, se révélaient plus nutritifs et savoureux que tout ce que le village avait connu. Plus surprenant encore, chaque fruit contenait de nouvelles graines dorées, multipliant la bénédiction initiale. La fin devint rapidement un souvenir lointain. La première récolte fut célébrée avec un grand festival, où tout le village se réunit pour remercier la transformation miraculeuse de son destin. Jacques, désormais vu comme un homme béni par sa foi et sa générosité, fut invité à parler. Debout devant ses voisins et amis, dont beaucoup avaient douté de lui dans les moments les plus sombres, Jacques ressentit une profonde humilité. « Ce n'est pas moi qui ai apporté ce miracle », dit-il avec une voix étranglée par l'émotion. « C'est la générosité que chacun de nous a trouvée en nous-mêmes, même lorsque cela semblait qu'il n'y avait rien à offrir. C'est la foi que nous avons maintenue vivante, même lorsque tout semblait perdu. » Il regarda alors sa famille, Marie, dont les yeux brillaient d'amour et de fierté, et ses enfants, de nouveau sains et rayonnants. « J'ai appris que la véritable récolte n'est pas seulement ce que nous tirons de la terre, mais ce que nous cultivons dans nos cœurs, et que parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Le festival se poursuivit jusque tard dans la nuit, avec musique, danse et partage généreux des fruits miraculeux. Des histoires furent racontées sur le vieux, Antoine, certaines ancestrales, d'autres fraîchement créées, toutes tissant la légende du sage de la montagne qui apparaissait au moment de besoin le plus grand, apportant non des solutions immédiates, mais des graines de transformation. Au fil des saisons, la prospérité revint au village, mais quelque chose d'essentiel avait changé. L'expérience de la rareté extrême suivie par le miracle de l'abondance avait enseigné des leçons qui ne seraient pas oubliées. Des systèmes de soutien mutuel furent formalisés, des réserves communautaires établies, des connaissances partagées ouvertement. Les graines dorées, désormais multipliées de nombreuses fois, furent envoyées dans d'autres villages confrontés à des difficultés similaires, toujours accompagnées de l'histoire de Jacques et de l'enseignement du vieux sage. Que la véritable magie des graines ne réside pas dans leurs propriétés surnaturelles, mais dans l'acte de les partager généreusement, même, ou surtout, en temps de rareté. Quant à Jacques, bien qu'il soit redevenu un agriculteur prospère, il n'a jamais été le même homme. L'expérience de tomber à genoux dans un désespoir total, pour se relever à nouveau grâce à la foi et à la générosité, avait transformé sa vision du monde et de lui-même. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, il marchait jusqu'au centre de ces terres désormais luxuriantes et se mettait à genoux de nouveau, non par désespoir, mais par gratitude.